Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 5 août 2017. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, excusez-moi, j'ai des petits coups d'œil parce que voir les gens à l'extérieur qui me regardent dans la vitrine ne se disent pas, il parle tout seul, là, lui. Alors voilà. Aujourd'hui, je poursuis, décidément, Esprit d'Europe, Alexandra Léniel-Lavastine, Esprit d'Europe autour de Miloche, Patochka et Bibo. Et un petit passage de ceci, Zygmunt Bauman, un entretien qu'il a accordé à Ezio Moro, Babel, l'un, sinon le dernier entretien que le sociologue polonais a accordé à un quotidien italien avant de mourir. Alors, je vais parler de deux choses. Je vais lire un passage où Patochka nous parle d'Héraclite. Et vous le savez, je poursuis cette marotte sur ma page Facebook, très actif sur ma page Facebook. Je vous invite d'ailleurs à la visiter, à vous y balader. Je vous invite pas nécessairement à devenir un ami, un contact Facebook, car je suis assez expansif. Alors, expansif, envahissant, extraverti. Alors, je peux comprendre que ça peut être lassant, une présence si agitée. Alors donc, je reviens souvent là-dessus sur Philippe Couillard et Héraclite. Je ne sais pas où j'ai lu, je me demande parfois même si je ne l'ai pas inventé, que Philippe Couillard, l'actuel premier ministre du Québec, nourrit une passion pour le philosophe présocratique Héraclite. Je me plais à imaginer qu'il se repaît des quelques-uns des fragments qui ont été recueillis, qui ont été conservés et qui, semble-t-il, selon certains amis érudits, ne sont pas de lui, mais attribués à Héraclite. Alors je me plais à imaginer Philippe Couillard dans sa somptueuse bibliothèque, dans sa résidence d'Outremont. Je me plais à imaginer Philippe Couillard méditant journalement, quotidiennement, dis-je, telle une prière, les fragments d'Héraclite. Parce que, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'automne prochain, en novembre prochain, ce fameux mois des morts, il y aura une commission publique sur le racisme systémique des Québécois. On va revivre, 4 ans plus tard, un épisode de la Charte. Mais cette fois-ci, non pas sous le mode offensif. Le PQ, elle était nécessaire, cette charte, mais c'est pas l'objet de cette vidéo-là. Elle était nécessaire, elle sera nécessaire. S'il n'y a pas de charte, on va vivre, cette question-là va être sans fin. Mais bon, c'est pas l'objet de ma vidéo. Mais on va revivre, donc, sous le mode conflictuel, sous le mode héraclitéen, sous le mode de polémos. On va revivre un épisode de la Charte, mais non pas sous le mode offensif cette fois-ci, mais sous le mode défensif. Le Parti québécois avait a eu une belle occasion manquée il y a 4 ans de déposer un projet de loi, et s'il le fallait, d'aller en élection avec ce projet de loi-là. Il aurait pu aussi se contenter, plutôt non pas se contenter, mais adhérer avec enthousiasme aux propositions de la CAQ d'amender le projet de loi, et ça n'aurait pas été déshonorant pour eux de déposer le projet de loi. Mais, pour des raisons... Bonjour, monsieur. Bonjour. Pour des raisons qui demeurent à la fois mystérieuses et encore, à mes yeux, occultes, le Parti québécois a battu en retraite, a tué son projet de loi et s'est fait battre de manière sans appel lors de l'élection d'avril 2014. Alors, tout a été bâclé dans cette affaire, improvisé. Bref, on aurait envie de dire de mauvais lecteurs d'Héraclite. Alors, je vais vous lire un passage. J'espère que je vais le trouver, parce que je l'ai cherché
Attendez, voilà, on dirait bien que j'ai perdu mon passage en question. Ben voilà. J'ai pas eu la présence d'esprit de l'annoter. Bon, voilà. J'ai eu la présence de l'annoter, la présence d'esprit de l'annoter. Une conception haute de l'exigence démocratique. Toujours le chapitre concernant Patochka. Dans sa réflexion sur la cité, sur l'esprit qui devrait gouverner la police, Patochka n'a cessé tout au long de son œuvre de se montrer très intrigué par certains fragments d'Héraclite. Que nous révèle le penseur présocratique? Que la lutte continuelle engendre au sein de la cité une puissance supérieure au parti en présence. Que la lutte continuelle engendre au sein de la cité une puissance supérieure au parti en présence. Fragment B29. Il nous parle de ce qui est commun en tout, d'une loi divine à laquelle s'alimenteraient toutes les lois humaines, c'est-à-dire la cité dans son fonctionnement général et ses décisions particulières. B. 114. Qu'est-ce que cette énigmatique loi divine? Il faut savoir, répond Héraclite, que le commun en tout est polémos et que tout s'accomplit à travers sa poussée, son élan. Cette intuition trouve chez Patochka sa retraduction dans l'idée selon laquelle notre humanité advient, dans sa modalité la plus haute, à la faveur d'un combat sans cesse recommencé avec soi-même, combat dont les positions ne sont jamais définitivement acquises. D'où la notion déjà évoquée de conquête de soi. Conquête de soi, contre cette tendance qui nous est également propre à vivre d'une vie toujours disposée à occulter toute responsabilité supérieure à sa propre survie. Bref, toujours prête à collaborer, à s'en remettre aux critères d'une quotidienneté qui ne connaît que l'utilisable et le calculable. Point d'éthique d'un bien commun, observe Patochka, qui ne procède d'une lutte intérieure et constante avec le mouvement vital qui tend à enfermer chacun dans son monde et à nous rendre indifférents les uns aux autres. Le principe héraclitéen s'éclaire soudain. La condition du commun en tout, d'une universalité digne de ce nom, est bien polémos, la discorde, le conflit intérieur. Dans sa figure proprement humaine, écrit Patochka, la vie doit être conquise et le mouvement de cette conquête consiste à se surmonter. Il est une lutte. Non seulement cette lutte d'éveil, comme l'appelle aussi le philosophe tchèque, se distingue de la lutte comme mode de l'aliénation à l'œuvre dans les guerres modernes, mais elle représente à ses yeux le seul moyen de la battre en brèche, de trouver le terrain d'une paix réelle. Or, la démocratie telle qu'il la conçoit prolonge directement cette vision. Et voilà. Alors voilà où je veux en venir. Voici où je veux en venir. C'est que il est clair, pour moi, l'héraclitéen, Couillard, veut nous, d'une certaine façon, en alimentant ce conflit-là, qu'il va créer de toutes pièces, va nous amener sur le plan que lui juge supérieur, c'est-à-dire à accepter une vision où les Québécois ne sont qu'un agrégat parmi un grand tout, que nous, de guerre lasse, par
un conflit incessant avec certains membres de notre société, eh bien, nous finissions par nous rallier au bien commun, au tout commun qu'est le Canada. Alors, je pense même que, en tant que... D'ailleurs aussi, je ferai une parenthèse aussi tout de suite en disant que les politiciens, beaucoup de politiciens, en tout cas à un certain niveau de politiciens, ont une vision transcendante du politique. D'imaginer que certains d'entre eux ne sont là que pour des raisons administratives ou des raisons d'ego ou des raisons, comment je pourrais dire ça, des raisons pragmatiques. Eh bien, certains d'entre eux sont animés par un sens supérieur de la politique, du politique. Je n'aime pas cette idée-là de penser que Couillard, en tant que chirurgien héraclitéen, veut nous libérer de notre dilemme existentiel, veut opérer sur nous, veut nous libérer de notre mal-être existentiel. Les premiers penseurs indépendantistes, qui étaient des spinozistes, voulaient nous insuffler un élan vital, voulaient nous insuffler une énergie vitale, un souffle, qui nous aurait permis enfin de nous désempêtrer de notre névrose originelle qui consiste à avoir été un peuple dominé, inféodé, colonisé. Aujourd'hui, nous ne voyons même plus que nous sommes colonisés, ce qui est le dernier stade de la colonisation. Et pour en revenir à Couillard, qui veut nous imposer par le conflit interne, héraclitéen, dis-je, cette vision multiculturelle du Canada, eh bien, ce que nous dit ici Zygmunt Bauman, c'est que ça va être de plus en plus difficile de refuser ce multiculturalisme-là, superficiel au fond, où chacun se côtoie sans vraiment se connaître, parce que beaucoup de gens qui vont habiter notre pays n'auront pas de racines dans ce pays et que nous n'aurons plus de points communs. Bonjour, bonjour. Nous n'aurons plus d'ancrage commun. Alors, je vous lis le passage en question. Tu as donc raison quand tu définis notre multiculturalisme comme superficiel, faiblement fasciné par la diversité, se contentant de flirter avec ce qui paraît exotique, à l'intérieur d'un système, on ouvre les guillemets, qui reconnaît la légitimité de cultures différentes de la nôtre, mais ignore ou refuse tout ce qu'elle comporte de sacré et de non négociable. L'effort titanesque et pourtant nécessaire que nous devons déployer est celui de renégocier un nouvel espace commun. Le temps a déjà commencé où, comme l'annonçait Michael Walzer, les pays auront moins de sens aux yeux de leurs habitants parce que beaucoup d'entre eux n'y seront pas installés depuis longtemps, que les tombes de leurs grands-parents se situeront ailleurs, que le sol qu'ils fouleront ne sera pas une terre sainte, et que les paysages n'évoqueront aucun souvenir historique ou personnel. Ici, on peut réfléchir à toute la polémique qui entoure l'installation, l'établissement du cimetière musulman à Québec. Je poursuis ma lecture. Et pourtant, lors des attaques de Paris, il y a eu une franche confusion en matière de sacralité. Au nom du caractère sacré de l'image de Mahomet que des dessinateurs auraient violé, des terroristes islamistes ont porté la mort dans les locaux d'un journal sans réaliser qu'une rédaction est un lieu sacré de la laïcité occidentale
où se concentre tout à la fois l'indépendance par rapport au pouvoir, le droit d'informer et d'être informé, ainsi que la liberté d'opinion. Il s'est d'ailleurs passé une chose particulière, et le fait que ce soit arrivé en France a son importance. Des millions de citoyens ont compris que la liberté d'expression coïncide avec la liberté tout court. Elle n'en a certes pas l'envergure, mais constitue l'une de ses prémices et l'un de ses éléments fondamentaux. C'est donc quelque chose qui nous appartient, détermine et distingue notre culture, et à ce titre doit être défendu. Comme l'écrit Ian McEwan, la liberté d'expression, la possibilité de donner et de recevoir de l'information, de poser des questions gênantes, la recherche académique, la critique, la création, la satire, l'échange dans tous les domaines où s'exercent nos capacités intellectuelles est ce qui permet aux autres libertés d'exister. La liberté de parole n'est pas l'ennemi de la religion, bien au contraire, elle la protège. C'est parce qu'elle existe qu'il y a autant de mosquées à Paris, Londres et New York. À Riyad, où elle est absente, la liberté d'expression, les lieux de culte autres qu'islamiques sont interdits. Faire entrer une Bible dans le pays est désormais passible de la peine capitale. Ouais. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, qui va bientôt se dédoubler en devenir une deuxième dans le quartier Villeray. Vous pouvez me téléphoner. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous.